Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. 17 août, les Gabonais à leur tour ont célébré leurs 60 ans d'indépendance. 60 ans d'indépendance, quel bilan, quel défi pour le Gabon? Vous entendrez dès le début de ce journal le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba. Le Wakashio échoué près de l'île Maurice s'est cassé en deux depuis le 25 juillet. Le navire battant pavillon panaméen a libéré près d'1 millier de tonnes de fioul et de diesel, souillant ainsi les espaces protégés de cette île de l'océan Indien. Au Bénin, de nombreux ménages n'utilisent que le charbon de bois. Face à l'impact du déboisement qui est réel, des startups mettent au point un charbon écologique. Le Gabon a célébré ce 17 août ses 60 ans d'indépendance, un 60e anniversaire marqué la veille par la prise de parole du président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui s'est adressé à ses concitoyens, un discours de plus d'une vingtaine de minutes dans lequel il est revenu sur son bilan, mais aussi sur les défis du Gabon en matière de modernisation de ses différentes infrastructures. Je vous propose d'écouter le président gabonais, Ali Bongo Ondimba. Gabonaises, Gabonais. Mes chers compatriotes, c'est avec émotion et conscient du poids de l'histoire que je m'adresse à vous en ce jour solennel. 60 ans. Cela fait 60 ans que notre cher pays, le Gabon, a accédé à la souveraineté internationale dans le concert des nations. Aujourd'hui est l'occasion de nous souvenir de nos glorieux prédécesseurs, des pères de l'indépendance, des présidents Léomba, Omar Bongo Ondimba et Rose Francine Rugombe et de l'ensemble de nos aïeux. Mes chers compatriotes, l'histoire du Gabon n'est pas sécable. Elle n'est pas faite de ruptures violentes. Au contraire, elle forme un tout, un continuum. Les acquis d'aujourd'hui, je vous le redis, nous les devons à nos parents, ces Gabonaises et Gabonais, courageux et méritants, qui nous ont précédés et qui se sont sacrifiés pour nous. Cette entreprise de construction d'un Gabon que nous voulions tous résolument moderne et qui a débuté il y a 60 ans, nous la poursuivons aujourd'hui avec abnégation et détermination. Grâce à la bonne santé de notre économie, nous pourrons ainsi consolider notre modèle social, prendre en charge les frais de santé et les médicaments, assurer les retraites de nos anciens, financer les bourses pour nos jeunes, mais aussi mieux accompagner celles et ceux en recherche d'emploi. Depuis une décennie, notre État s'est profondément réformé et modernisé. Des innovations importantes ont été menées, à l'instar de la digitalisation de nos services d'impôts, de douane, de création d'entreprises ou encore d'immigration. Ces réformes audacieuses ont porté leurs fruits. Le Gabon est aujourd'hui l'un des pays d'Afrique où l'administration numérique est la plus développée. Les indépendances africaines 2020 marquent leurs 60 ans. 60 ans après ces indépendances, quel regard, quel bilan? Nous nous sommes également arrêtés sur le cas de la République du Congo qui a célébré ce samedi cet anniversaire. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le 60e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Congo a été célébré ce samedi 15 août 2020 au cours d'une cérémonie solennelle de prise d'armes de près de 40 minutes présidée par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Une occasion pour le Premier ministre Clément Mwamba de briser le mythe de l'idéologie colonialiste. Voilà donc rappelé à grands traits le contexte historique qui a prévalu pour justifier la colonisation et vouloir perpétuer encore aujourd'hui une nouvelle forme de colonisation plus insidieuse par la domination de l'Afrique considérée comme une proie facile. La cérémonie aurait pu se tenir autrement, mais un invité inattendu s'est pointé cette année, la Covid-19, obligeant ainsi les organisateurs à revoir leurs plans. À cause de cette pandémie mondiale, la fête du 60aire a presque été gâchée. Aujourd'hui, on peut dire que nous connaissons là où nous venons
Et aujourd'hui, il s'agit de se projeter vers l'avant, c'est-à-dire vers le centenaire de l'indépendance de notre pays, le Congo. On est là 60 ans, on a l'impression qu'on n'a pas fait beaucoup de choses. On a fait beaucoup de choses. Mais évidemment, on ne peut pas se satisfaire de cela. Et pour progresser, il faut se dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Pour la République, c'est une fierté parce que nous consolidons aujourd'hui notre souveraineté. 60 ans, c'est l'âge de la maturité. Et on constate aujourd'hui que toutes les sphères de la société sont entre nos mains. On peut être fier aujourd'hui de compter parmi les nations libres, les nations qui visiblement et vraisemblablement avancent. Et moi je dis aux jeunes, maintenant qu'ils sont très forts avec tout ce qui est Internet, allez-y et puis qu'ils puissent s'informer sur l'histoire de notre pays et puis les personnalités aussi qui ont fait cette histoire. La page du soixantenaire de l'indépendance de la République du Congo est à présent tournée. Les regards sont maintenant fixés vers la 61e célébration. D'ores et déjà, le pays doit relever la tête face au coronavirus avec 3745 cas de personnes contaminées par le coronavirus depuis le 14 mars 2020. En Tanzanie, une nouvelle loi inquiète et fait craindre un renforcement de la censure exercée sur les médias. En effet, cette nouvelle législation controversée interdit désormais aux radios et aux télévisions locales de diffuser le contenu de médias internationaux sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du gouvernement. Une mesure entérinée à quelques mois de l'élection présidentielle qui doit se tenir au mois d'octobre. Depuis l'élection du président John Magufuli en 2015, Reporters sans frontières note une dégradation de la situation relative à la liberté de la presse. Des États africains de la sous-région Afrique centrale affichent de plus en plus une volonté d'harmoniser leur politique en matière de télécommunications. C'est donc dans cet objectif que les gouvernements congolais et camerounais ont lancé les travaux d'interconnexion de fibres optiques près de leurs frontières. Le point avec Marie-Colette Babasagana. Après une évaluation positive de la phase pilote, la construction de l'ensemble de la liaison par fibre optique Congo-Cameroun a officiellement été lancée dans la localité de Ntam. La pose de la première pierre s'est faite en présence de Léon Juste Imbombo, ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, et de Mohamedou Saoudi, secrétaire général du ministère camerounais des Postes et Télécommunications. Cette infrastructure désenclavera les localités traversées et offrira la possibilité au Congo de ne pas rater la révolution numérique. Elle sera également une occasion de digitaliser au maximum l'administration et par conséquent arrimer le pays au développement de l'économie numérique. Selon le rapport UA Social, le nombre d'abonnés mobiles au Cameroun était estimé à 21,98 millions en 2018, soit un taux de pénétration de 90%. Pour l'Agence de régulation des postes et télécommunications électroniques du Congo, le revenu total des deux principaux acteurs du marché de l'Internet mobile a atteint 3,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 1,55% au 30 avril 2019. Des performances qui, de l'avis de certains analystes, iront en s'améliorant avec la construction de cette fibre optique. Il y a plusieurs objectifs qui sont assignés à ce projet. Le premier déjà, c'est de permettre le développement de l'économie numérique par la mise à disposition d'une infrastructure sécurisée. Et ça me semble très important. Et comme vous le savez, aujourd'hui, la numérisation et les données sont la matière première de l'économie du futur. Et il est très important que les pays d'Afrique centrale s'inscrivent dans cette dynamique-là et conçoivent et construisent des infrastructures qu'il faut pour se projeter dans les industries du futur. Le lancement officiel des travaux intervient après l'évaluation positive des sites techniques et du tronçon pilote de ce projet déroulé du 25 juin au 1er juillet 2020. Ces travaux, réalisés avec le concours de la Banque africaine de développement, sont estimés à plus de 6 milliards de francs CFA et vont être déployés jusqu'à la frontière avec le Congo, avec des intercessions à Paris, Biessé, Sembe, Saonké et Tam. Le groupe Al-Shabaab revendique l'attaque perpétrée dimanche 16 août dans la capitale Mogadiscio. Au moins 10 civils et un policier ont été tués dans un hôtel de la capitale somalienne, un hôtel fréquenté par des responsables gouvernementaux. Il a fallu
4 heures aux forces de sécurité pour reprendre le contrôle de l'hôtel Élite. Chassés de Mogadiscio en 2011, les Chebabs ont ensuite perdu l'essentiel de leur bastion, mais ils contrôlent toujours de vastes zones du territoire. Affilié à Al-Qaïda, le groupe terroriste cherche la perte du gouvernement central, gouvernement soutenu, vous le savez, par la communauté internationale et par les 20 000 hommes de la force de la MISOM, la force de l'Union africaine en Somalie. Après s'être échoué à la fin du mois de juillet, provoquant alors une marée noire sur les côtes mauriciennes, le Wakashio s'est depuis samedi après-midi scindé en deux. 1000 tonnes de fioul se sont échappées du navire. Sur place, les autorités envisagent désormais de remorquer une partie de l'épave et de la couler au large dans le but d'éviter des dégâts supplémentaires. Aïssatou Diamant-Cabesland. Le cargo vraquier japonais MV Wakashio s'est finalement brisé en deux parties, 3 semaines après avoir échoué sur le récif de Pointe-Desny, au sud-est de l'île Maurice, précisément à la date du 25 juillet 2020. Le littoral au sud-est de l'île et beaucoup de plages ont été touchés. La faune a aussi été touchée. Nous avons beaucoup de zones sensibles. Le parc marin de Blue Bay, l'île de Grete, d'autres endroits, et des zones très sensibles. Donc c'est beaucoup de travail. Depuis cette catastrophe, les équipes d'intervention ont tenté de pomper le carburant qui se trouvait sur le cargo. Selon le Premier ministre mauricien Pravind Jugnauth, plus de 3000 des 4000 tonnes de pétrole contenues sur le navire avaient été pompées, mais les plages ont été malheureusement souillées par le pétrole. Comme nous en avons discuté ce matin, nous allons le nettoyer et ensuite la réhabiliter au fil des mois et des années, car cela va prendre beaucoup de temps pour se débarrasser du pétrole, selon les experts d'outre-mer. Au total, près de 1000 tonnes de pétrole se sont échappées des flancs du cargo endommagé, souillant aussi bien des espèces protégées que menacées et des forêts de mangroves. L'artisanat, un secteur pourvoyeur d'emplois, notamment sur le continent africain, un secteur qui s'inscrit dans un large écosystème qui est créateur d'emplois. C'est le cas par exemple au Bénin où de plus en plus de formations ciblent les jeunes dans ce pays où ils sont les premiers touchés par le chômage, comme vous allez le voir dans ce reportage signé par notre correspondant Leftioun. À l'instar de nombreux jeunes du 3e arrondissement de Cotonou, la capitale économique du Bénin, le bachelier Saliou Abdul Hafiz et l'élève Nassara Nelly bénéficient respectivement des formations en coiffure hommes et dames. Une initiative dénommée Jeunesse Défi 2020, instaurée depuis 2018 par Cessinou Valère Houdjanoukon, président de l'association Jeunesse Défi 2020. Grâce à cette formation, je ne peux pas tout à fait maintenant aller m'asseoir chez un coiffeur comme d'habitude. Cela me favorisera dans les années prochaines peut-être à intégrer le domaine de la coiffure, pourquoi pas me pressionner et rapporter un plus pour la coiffure au Bénin. On reste à la maison à ne rien faire, à regarder la télé et dormir. Donc ici, je m'occupe. À l'avenir, je souhaite qu'après mon bac, de m'investir dans ce genre de formation coiffure, d'âme, make-up, esthétique, pour devenir quelqu'un de meilleur demain. Au total, 80 jeunes sont formés au métier du secteur de l'artisanat, notamment la coiffure hommes et dames, la pâtisserie-restauration, le chantournage, la customisation, le make-up attache-foulard. Les méritants élèves et étudiants de l'année 2019 sont devenus formateurs des apprenants de l'année 2020. J'ai 2 enfants, j'ai ma fille et ma nièce, une en pâtisserie et l'autre en coiffure. Et je vous avoue qu'à la maison, ça me soulage beaucoup parce que quand bien même elles sont élèves, elles ont acquis des aptitudes qui permettent aujourd'hui de faire plein de choses pour lesquelles j'avais recours à des professionnels à la maison. Et j'estime qu'on devrait l'étendre à toute la jeunesse. Notre grand rêve, c'est que dans chaque commune, chaque arrondissement, que nous puissions collaborer avec les artisans pour que les élèves étudiants puissent se sentir vraiment formés et sensibilisés et épanouis. A noter que selon les données de la Banque mondiale et de l'Organisation internationale du travail, la main-d'œuvre totale au Bénin en 2019 est estimée à 4 833 197.
Faire du charbon bio avec des résidus agricoles, c'est le pari qu'ont lancé des startups au Bénin, en plus du faible impact gouvernemental du produit. L'initiative permet de lutter contre la dégradation de l'environnement et de réduire aussi la consommation de bois de chauffe. Reportage de Lefty Ounou. Au Bénin, des startups dénommées Arpiroins promeuvent des charbons bio et œuvrent pour la préservation de l'environnement. Roland Adjovi, comptable de formation et jeune entrepreneur, est promoteur de ces jeunes entreprises. Il s'est investi dans la transformation des résidus agricoles en charbon écologique appelé charbon EcoSika. L'unité de fabrication de la jeune entreprise se situe à Rouedo, à Djagbo, dans la commune d'Abomey-Calavi, au quartier à Tateronto. Une visite sur le site nous a permis de découvrir les conditions de production des charbons EcoSika. Chez nous, l'or noir, c'est le charbon écologique. Donc, comme c'est une pierre précieuse, notre charbon est précieux. Donc, nous avons dit, Sika, ça fait or, éco, ça fait écologique et économique. Roland Adjovi, promoteur des charbons bio, s'est investi dans les travaux de recherche assis sur l'efficacité des charbons bio pendant 24 mois avant d'installer en 2018 les startups dénommées Arpiroins, producteurs des charbons bio. La commercialisation des charbons bio a démarré en 2019. Je l'ai adopté pour la simple raison que ce charbon ne dégage pas premièrement un effet dioxygène de carbone. Et nos casseroles ne noircissent non plus. En termes d'investissement, nous tournons autour de 2 millions de francs CFA. Et pour les charges mensuelles, autour de 350 400 000 francs. Roland Adjovi et son équipe éprouvent de nombreuses difficultés dans le processus de fabrication des charbons bio qui est à l'étape de mécanisation. L'équipe est notamment limitée par la logistique, les moyens financiers et technologiques. 1 à 2 tonnes de charbon bio sont produites par jour, toutefois la demande est forte que l'offre. Le promoteur et son équipe entendent s'investir pour la vulgarisation des unités de production des charbons EcoSika dans le pays. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.